l'objectif de cette conférence est de vous présenter les ostéites chroniques multifocales récurrentes et le syndrome SAPHO, qui sont vraisemblablement deux pathologies très voisines. Je me présente, Chantal Deslandres, je suis rhumatologue et rhumato-pédiatre et je travaille en collaboration avec le centre de référence FAI2R et le centre pédiatrique RISE. L'ostéite chronique multifocale récurrente est une affection de description relativement récente, il y a une cinquantaine d'années, par un auteur suisse, Guédon. C'est une pathologie avec une prédominance féminine, environ 70% des cas sont des filles, et dont le début se situe en moyenne vers 10 ans, entre 9 et 12 ans. L'incidence de cette pathologie est diversement évaluée dans les données de la littérature. J'ai retenu un chiffre de 0,4 pour 100 000, mais peut-être plus intéressant est de savoir à peu près combien de cas sont présents sur notre territoire. Nous avions effectué en 2012 une enquête nationale en prenant les plus gros services qui s'occupent de ces adolescents et nous avions retrouvé environ 200 cas. En ce qui concerne le mécanisme de l'ostéite chronique multifocale récurrente, il s'agit d'une maladie auto-inflammatoire caractérisée par des présences d'anomalies de l'immunité innée que l'on met en évidence par l'hyperproduction de cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, IL-6, IL-1-bêta, et le défaut de sécrétion de cytokines anti-inflammatoires telles que l'IL-10. Il y a vraisemblablement un terrain génétique prédisposant, mais les données sont encore très imprécises dans ce domaine. Il y a de façon assez exceptionnelle des cas familiaux qui sont décrits, soit dans la fratrie, soit entre un parent et un enfant, mais il y a surtout des maladies génétiques comportant une atteinte osseuse inflammatoire superposables à l'ostéite chronique multifocale récurrente, qui sont au nombre de 2, le syndrome de Majeed, qui comporte, outre l'ostéite multifocale, une anémie dysérythropoïétique et des signes cutanés sous forme de dermatose inflammatoire, et d'autre part une affection plus précoce, à début néonatal et beaucoup plus sévère, qui est le DIRA, qui comporte, outre l'ostéite, une pustulose, un syndrome inflammatoire majeur. Dans ces deux cas, syndrome de Majeed et DIRA, les anomalies génétiques sont parfaitement identifiées. Dans un cas, il s'agit d'une mutation perte de fonction du gène lipine-2 et dans l'autre, d'une perte de fonction du gène codant pour l'IL1 antagoniste. Comment fait-on le diagnostic d'ostéite chronique multifocale récurrente? On se base sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, imagerie et en définitive histologique lorsque les trois premiers éléments cliniques, biologiques, imagerie ne permettent pas d'arriver à un diagnostic de certitude. Les signes cliniques sont essentiellement des douleurs osseuses, d'horaires inflammatoires, pouvant survenir la nuit, le matin au réveil, et c'est leur topographie qui va être extrêmement évocatrice. Au niveau de la métaphyse des os longs, c'est-à-dire des extrémités des os longs juste en dessous du cartilage de conjugaison, au niveau des vertèbres, avec un risque de fragilisation de la vertèbre et de tassement vertébral, au niveau de la mâchoire, et à un moindre degré au niveau du bassin et de la paroi thoracique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que des douleurs inflammatoires au niveau des extrémités des os longs ou au niveau de la mâchoire doivent conduire à évoquer assez rapidement ce diagnostic. À ces douleurs osseuses peuvent s'associer des atteintes articulaires avec des épanchements, des arthrites, dans un peu moins d'un tiers des cas, et des signes extra-osseux, essentiellement cutanés, sous forme de dermatose inflammatoire, pustulose palmoplantaire, psoriasis, voire acné très sévère,
ou des maladies inflammatoires du tube digestif, principalement des maladies Crohn. Les signes généraux sont assez exceptionnels, la fièvre est très rare. En ce qui concerne les données biologiques, on a besoin de peu de choses dans le contexte de recherche ou de diagnostic suggéré d'ostéite multifocale. Les paramètres de l'inflammation sont augmentés, mais de façon modérée dans environ 2/3 des cas. Il faut vérifier que la numération formule sanguine est normale, de telle sorte que l'on puisse exclure les diagnostics différentiels principaux qui sont les pathologies tumorales. La recherche de l'antigène HLA-B27 et des facteurs antinucléaires n'est absolument pas obligatoire et vous voyez que leur positivité est quand même très peu fréquente. La radio est un des éléments essentiels pour le diagnostic, pas tellement la radio standard que je vous montre ici parce que les images sont tardives. Vous voyez ici une image de lyse osseuse située juste au niveau de la métaphyse, sous le cartilage de conjugaison, et cette zone de lyse est entourée d'une zone de sclérose. On a ici, sur cette autre radiographie de genou, une lyse osseuse de même topographie, avec une ostéosclérose beaucoup plus importante, que l'on voit également bien sur le profil. Sur cette cheville, une image assez fréquente, où on a l'impression que le cartilage de conjugaison est ouvert parce que la lyse osseuse est vraiment au niveau de la métaphyse adjacente au cartilage de conjugaison. Au niveau des clavicules, on va rechercher ces images d'hypertrophie osseuse qui sont assez caractéristique de l'atteinte des clavicules. Cette hypertrophie osseuse avec de multiples appositions périostées est également présente en cas d'atteinte de la mandibule. Vous voyez ici, non pas sur une radiographie mais sur un scanner, cette hypertrophie mandibulaire avec alternance de zones lithiques en noir et de zones de sclérose en blanc. L'IRM est l'examen clé pour faire le diagnostic d'ostéite multifocale parce qu'elle va de façon très précoce objectiver l'inflammation osseuse, en préciser la topographie métaphysaire ou métaphyso-épiphysaire et donner ces images tout à fait caractéristiques avec cet édème osseux de topographie métaphysaire qui correspond à la deuxième radiographie de genou que je vous ai montrée précédemment, avec la zone de lyse centrale, à cheval sur la métaphyse et l'épiphyse, entourée d'une zone d'édème extrêmement importante. Ce qui est très important dans le cadre de l'ostéite chronique multifocale, c'est de pouvoir mettre en évidence plusieurs localisations. Et l'IRM corps entier est l'examen clé pour permettre cette détection précoce des multiples lésions inflammatoires de topographie métaphysaire et épiphysaire, mais également au niveau des vertèbres, où là, il y a une fragilisation vertébrale et un risque de tassement. Vous voyez également sur cette image une localisation assez fréquente au niveau de la métaphyse proximale du fémur gauche, ici la métaphyse proximale des deux tibias, et là une atteinte de la métaphyse proximale du péroné. L'IRM corps entier est un examen fondamental parce qu'il est facilement reproductible pour suivre l'évolutivité de la maladie et ce, sans aucune agressivité pour les enfants puisqu'il n'y a pas d'irradiation. La scintigraphie osseuse qui était utilisée largement avant l'avènement de l'IRM corps entier, qui est quand même utilisée depuis plus de 15 ans maintenant, reflète non pas l'inflammation osseuse, mais sa conséquence qui est l'hyperactivité des cellules résorbant l'os, des ostéoclastes. Elle va, comme l'IRM corps entier, objectiver les multiples atteintes, mais elle a des limites parce qu'elle a des localisations qui sont mal explorées comme le bassin, des zones qui sont physiologiquement hyperfixiantes comme les sacro-iliaques, et puis c'est plus agressif pour les enfants puisque l'on utilise des radiotraceurs. Vous voyez ici sur cette scintigraphie une atteinte au niveau de la métaphyse proximale des tibias, ici,
de la fibula, comme précédemment, et métaphyse distale du tibia à droite. Sur ces clichés, vous voyez essentiellement une atteinte importante de la mandibule sur sa branche montante à droite. La biopsie a de moins en moins d'indications. Elle n'est nécessaire que lorsque le diagnostic ne peut pas être confirmé compte tenu des données cliniques et de l'imagerie. Donc c'est essentiellement dans le cadre des lésions unifocales d'aspect non caractéristique en IRM ou de localisation diaphysaire atypique. Lorsque la biopsie est faite précocement, on a essentiellement un amas de polynucléaires neutrophiles. Lorsqu'elle est faite plus à distance du début de la pathologie, l'infiltrat devient lymphoplasmocytaire avec de la fibrose et de la sclérose. Vous voyez ici l'importante fibrose et ici les amas de polynucléaires. Pour illustrer ces données, je vous ai rassemblé dans ce tableau les données que nous avions récupérées en étudiant la cohorte française de 178 patients. Donc on retrouve des choses tout à fait classiques, une prédominance féminine près de 70% des cas, un âge moyen de début de près de 10 ans, un délai diagnostique qui était important de l'ordre de 18 mois, le nombre de lésions initiales par patiente était légèrement inférieur à 3, alors qu'en imagerie, que ce soit radiographie ou IRM corps entier ou scintigraphie osseuse, on était à 3,5 lésions en moyenne par patient. Seuls 12% des patients avaient des signes cutanés, quelques cas de pustulose palmoplantaire, quelques cas d'acné et de psoriasis, plus ou moins pustuleux. Seuls 6 patients avaient des maladies de Crohn, soit présentes au début de l'ostéite inflammatoire, soit survenant au cours de l'évolution. 11% seulement des patients avaient des arthrites et les 2 tiers avaient un syndrome inflammatoire biologique. Dans cette série, beaucoup de patients, et sans doute beaucoup trop, ont fait l'objet d'une biopsie, puisque vous voyez 2 tiers des cas, mais c'était à une époque où les données étaient moins bien connues, moins bien caractérisées, sachant qu'actuellement, certains auteurs ont proposé des critères diagnostiques qui, cependant, ne sont pas validés. L'évolution de cette cohorte avec un recul d'environ 4 ans montre qu'au cours de l'évolution, le nombre de lésions cliniques a légèrement augmenté de 2,7 à 3,6 par patient. Le nombre de formes unifocales, c'est-à-dire avec une seule localisation qui était 30% au diagnostic, a été drastiquement réduite à 7%. Le nombre d'atteintes cutanées et digestives est resté à peu près stable. En ce qui concerne le traitement, il faut souligner que la quasi-totalité des patients ont reçu des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui est le traitement de première intention validé par tout le monde. En revanche, lorsque ce traitement se révèle insuffisant, soit efficacité partielle, soit ne pouvant être suspendu, les difficultés commencent avec des propositions diverses. Des traitements de fond conventionnels comme la salazopyrine et le méthotrexate ont pu être utilisés, ils ne le sont plus à l'heure actuelle. Et c'est essentiellement la discussion entre utilisation d'une biothérapie anti-TNF-alpha ou d'un traitement par biphosphonate, c'est-à-dire pamidronate par voie intraveineuse, qui est discutée, mais dans cette série, très peu de patients en avaient bénéficié. En ce qui concerne le pronostic, il est relativement bon, puisque vous voyez qu'à 4 ans, environ un petit peu moins de la moitié, 43% des cas, étaient en rémission clinique et biologique, et un quart des patients avaient de petites séquelles, essentiellement sous forme d'hypertrophie osseuse, touchant la clavicule ou la mandibule. La cohorte européenne est plus importante puisqu'elle comporte près de 500 patients. C'est une cohorte rétrospective qui est également très classique pour ses caractéristiques. Un âge moyen de début de 9,9 ans,
un délai diagnostique qui était un peu plus court, de l'ordre de 1 an. Dans cette cohorte, on mentionne 2,8% de formes familiales, soit frères et sœurs, soit parents-enfants. Le nombre de lésions cliniques par patient au départ était un peu plus élevé que dans la cohorte française, 4,1. Le nombre de formes unifocales superposables, 28,7%. Un peu plus de manifestations cutanées et un peu plus d'arthrite. Sur l'image de droite, vous voyez les traitements reçus par les enfants de cette cohorte. C'est un peu un catalogue à l'après-vert avec, en premier temps, toujours des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui, dans un bon nombre de cas, permet d'obtenir la rémission. Et lorsque les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas efficaces, vous voyez que quelques-uns ont eu une corticothérapie, d'autres de la salazopyrine, du méthotrexate, très peu des anti-TNF et quelques-uns des biphosphonates. Une étude publiée tout à fait récemment, en 2022, s'est intéressée justement aux résultats obtenus avec les anti-TNF et les biphosphonates, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons pas de critères clairs de choix entre ces deux thérapeutiques. Les anti-TNF visant le versant inflammatoire, vraisemblablement primum novus de l'ostéite multifocale, et les biphosphonates, à mon sens, plutôt les conséquences sur le remodelage osseux. C'est une étude collaborative rétrospective germano-britannique qui avait sélectionné 126 dossiers, mais n'a pu en étudier que 91, car 35 comportaient des critères d'exclusion. Parmi ces 91 patients, la majorité, 82, ont reçu en première intention des anti-inflammatoires non stéroïdiens, puis en raison de leur inefficacité ou de leur insuffisance, 47 ont reçu un biphosphonate, le pamidronate, en première intention, 3 après échec d'un anti-TNF, 22 ont reçu un anti-TNF en première intention et 19 après échec du pomidronate. Cette série, là encore, a des caractéristiques tout à fait classiques, avec un peu plus de 60% de filles, un âge moyen de début légèrement inférieur à 10 ans, un délai diagnostique, je dirais intermédiaire entre la cohorte française et la cohorte européenne de près de 15 mois, un nombre de lésions initiales par patient de 2,1, avec beaucoup plus de lésions radiographiques mises en évidence par les IRM corps entier, un peu plus de lésions cutanées, 24%, et 30% d'arthrite. Il est à souligner que dans cette série, 22% des enfants avaient une atteinte vertébrale, ce qui représente vraisemblablement une bonne indication à un traitement en première intention par biphosphonate. Là encore, près de 2/3 des patients avaient dû avoir une biopsie pour confirmer le diagnostic. En ce qui concerne la réponse clinique au traitement, vous voyez sur ces diagrammes que la réponse à 3, 6, 12 et 24 mois, les diagrammes sont peu différents entre les anti-TNF en marron et les biphosphonates en bleu, avec peut-être une réponse un peu plus rapide. La première colonne, c'est la rémission sous biphosphonate. Et en ce qui concerne les lésions radiographiques, une réponse beaucoup plus rapide et plus importante peut-être avec les biphosphonates comparativement aux anti-TNF. Mais vous voyez qu'à 24 mois, on a quand même près de 70% de rémission, que ce soit avec l'un ou l'autre traitement. Et en définitive, il n'apparaît pas de différence significative entre les deux groupes de traitement, mais que chacun de ces deux modalités thérapeutiques permet une réduction significative du nombre de lésions par patient. Nous allons aborder maintenant les SAFO. Alors les SAFO, c'est un acronyme qui veut dire synovite, acné, pustulose, hyperostose, ostéite, qui est une pathologie de l'adulte qui ne débute jamais chez l'enfant. C'est également une pathologie de description relativement récente, il y a une 60aine d'années, mais c'est une description française de 1987 d'une série de 85 cas dirigée par Marcel Francis Kahn, qui a établi
la description précise de ce syndrome, comportant des signes cutanés, pustulose palmoplantaire principalement, mais également psoriasis pustuleux, voire acné sévère, associé à une atteinte osseuse comportant une ostéite et une hyperostose et une atteinte articulaire. L'épidémiologie, là encore, est difficilement évaluée car ça reste une pathologie rare, entre 1 pour 10 000 et peut-être 40 pour 100 000. Là encore, comme dans l'ostéite multifocale, on retrouve une prédominance féminine. On retrouve également une pathogénie assez superposable, avec une dysfonction immunitaire, une élévation de cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha, l'IL1, l'IL8, 17 et 18, mais également la discussion du rôle possible d'une pathologie infectieuse, parce que les cultures de biopsie osseuses de patients ayant un SAPHO ont pu, dans un certain nombre de cas, mais c'est un germe difficile à cultiver, mettre en évidence du Propionibacterium acnes, dont le rôle dans le déclenchement du SAPHO n'est pas totalement élucidé. On retrouve également un terrain génétique avec des cas familiaux décrits et des liaisons possibles avec les antigènes HLA-39 et A61, mais ce ne sont absolument pas des liens extrêmement étroits, et les HLA-A39 et A61 ne sont vraisemblablement pas le terrain génétique réel du SAPHO. En ce qui concerne la présentation clinique, ce sont les signes ostéo-articulaires qui sont sur le devant de la scène, avec des douleurs inflammatoires, osseuses et ou articulaires, touchant là encore des topographies particulières. La paroi thoracique antérieure et la clavicule sont des localisations très nettement prédominantes et très évocatrices. Le rachis thoracique, les sacro-iliaques, les os longs, mais on peut avoir des atteintes diaphysaires, donc très différentes de ce qu'on a chez l'enfant. Et on retrouve également un certain nombre d'atteintes mandibulaires, mais beaucoup moins souvent que dans l'ostéite multifocale. Les signes cutanés sont présents soit avant les manifestations ostéo-articulaires, soit après. Elles sont rarement simultanées. Et vous voyez ici une image caractéristique de pustulose plantaire et palmaire, qui est difficile à différencier du psoriasis pustuleux, mais qui est très habituel dans le SAPHO. On peut également avoir des acnés très sévères, acné fulminans, ou des maladies de Verneuil, hydradénite suppurée. La radiographie, on va avoir, comme dans l'ostéite multifocale, une image initiale d'ostéolyse avec une sclérose périphérique, et très rapidement, beaucoup plus rapidement que chez l'enfant, des appositions périostées. Et dans le cadre des lésions chroniques, après un certain temps d'évolution, on va voir un épaississement cortical, un élargissement trabéculaire, pouvant conduire à une sténose du canal médulaire. Vous voyez ici une image caractéristique d'hyperostose au niveau du tiers proximal de la clavicule droite, encore plus marquée sur cette autre radiographie. Ces images sont absolument caractéristiques et suffisent à elles-mêmes pour faire le diagnostic de SAPHO. Au niveau du rachis, on va avoir des atteintes souvent de plusieurs vertèbres adjacentes, comme ici sur cette coupe en IRM, où vous voyez les deux dernières vertèbres lombaires et la première vertèbre sacrée essentiellement condensées. Donc on n'a pas ce que l'on observe chez l'enfant, à savoir le risque de tassement vertébral. Vous avez ici également une condensation vertébrale, et là une large condensation de la berge iliaque, de la sacro-iliaque sur cette image de scanner. Au niveau du squelette périphérique, on voit ces importantes appositions périostées
de topographie diaphysaire, donc topographie très différente de ce qu'on observe dans l'ostéite multifocale, où là on était toujours de siège métaphysaire, beaucoup plus haut, proche du cartilage de conjugaison. Et vous voyez cette apposition périostée extrêmement importante et une petite diminution du canal médulaire. La scintigraphie osseuse et l'IRM corps entier sont, comme dans l'ostéite multifocale, des examens clés pour mettre en évidence les multiples localisations. Vous voyez ici sur cette image de scintigraphie, au niveau de la mâchoire, du sternum, des côtes, d'une vertèbre et de l'aile iliaque de façon très étendue. Ici, sur l'IRM, vous voyez un tassement vertébral et des inflammations des corps vertébraux sous-jacents, ici au niveau du sternum. La biologie va montrer, comme dans l'ostéite multifocale, un syndrome inflammatoire modéré. Donc les paramètres à évaluer sont la vitesse de sédimentation et la CRP. On n'évalue pas en pratique clinique de routine la SAA ni les cytokines. Si la biopsie est réalisée, ce qui est moins fréquent que chez l'enfant parce que les signes cliniques sont plus faciles à identifier et ne prêtent pas à confusion avec une pathologie tumorale comme c'est le cas chez l'enfant, on va avoir, de même que dans l'ostéite multifocale, au début une inflammation aiguë avec un infiltrat polynucléaire neutrophile et une résorption osseuse, et secondairement une sclérose et un infiltrat lymphoplasmocytaire. Des critères diagnostiques ont été définis par Marcel Francis Kahn en 2003. Le diagnostic de SAPHO peut être posé quand une des 5 conditions suivantes est remplie: atteinte ostéo-articulaire inflammatoire associée à une pustulose palmoplantaire ou à un psoriasis, ou à une acné sévère, ou à une maladie inflammatoire du tube digestif, principalement maladie de Crohn, ou lorsqu'il y a une ostéite et une hyperostose, comme l'image du fémur précédente. Et dans les critères de Kahn, on inclut ce qui est peut-être discutable à mon avis, l'ostéite chronique récurrente multifocale de l'enfant, qui présente quand même des caractéristiques particulières et différentes. Le traitement du SAPHO est basé, comme celui de l'ostéite multifocale, sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont être efficaces dans environ 50% des cas. Quelques patients ont fait l'objet d'un traitement antibiotique par cycline ou macrolide, dans la mesure où les cultures de biopsie osseuse avaient mis en évidence du Propionibacterium acnes, mais il serait faux de dire que cette antibiothérapie est réellement efficace. Des traitements de fond conventionnels peuvent être utilisés ou testés plus exactement lorsque les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas suffisants, que ce soit la sulfasalazine ou le méthotrexate, plutôt le méthotrexate puisqu'il a fait sa preuve dans les psoriasis sévères, et que les SAPHO comportent plus souvent que les ostéites multifocales des arthrites sur lesquelles le méthotrexate peut être efficace. Des biothérapies anti-TNF-alpha ou plus récemment JAK inhibiteurs ont également pu être proposées. Le traitement par biphosphonate est peu utilisé dans le SAPHO de l'adulte comparativement aux ostéites multifocales de l'enfant. L'évolution du SAPHO se fait dans environ la moitié des cas de façon chronique. Vous voyez que moins de 15% des cas vont faire une seule poussée, ce sont les formes monophasiques. Un tiers des cas, quelques poussées, puis une rémission. Et la majorité des cas donc, va évoluer de façon chronique. Des facteurs prédictifs d'une évolution chronique ont été mis en évidence. L'atteinte initiale de la paroi thoracique, le sexe féminin, l'existence d'une atteinte cutanée relativement importante, d'arthrite et surtout d'un important syndrome inflammatoire biologique. Alors, que retenir de ces deux pathologies ? L'ostéite chronique multifocale récurrente est une pathologie strictement pédiatrique qui ne débute jamais à l'âge adulte, qui est une pathologie dont le mécanisme auto-inflammatoire est clairement démontré à l'heure actuelle.
sans facteur déclenchant identifié, ni terrain génétique identifié. Ce qui veut dire en pratique que si un enfant a une ostéite multifocale, il n'y a pas a priori de risque de transmettre cette pathologie à sa descendance. Le diagnostic d'ostéite chronique multifocale récurrente repose sur l'imagerie évocatrice, essentiellement l'IRM et l'IRM corps entier à l'heure actuelle, et de façon un peu plus anecdotique car trop tardive, la radiographie standard. Il est inutile de faire des scanners à ces enfants car le scanner irradie un maximum et est beaucoup moins performant que l'IRM. Il faut absolument mettre en évidence des localisations multiples par IRM corps entier et si l'IRM corps entier n'est pas disponible, par scintigraphie osseuse. Lorsque une seule localisation est présente et que son aspect en radiographie ou IRM ou radio-IRM n'est pas caractéristique, il faut faire une biopsie pour éliminer les pathologies tumorales, notamment lymphome et histiocytose, dont les aspects peuvent être voisins en radiographie standard. Le traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien est la première étape thérapeutique qui se révèle efficace dans 50 à 70% des cas. Lorsque l'on se trouve dans les cas qui ne répondent pas suffisamment aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, il va falloir utiliser une deuxième ligne de traitement, mais celle-ci reste discutée à l'heure actuelle. Biphosphonates qui vont être préférés en cas d'atteinte vertébrale compte tenu du risque de tassement vertébral ou en cas d'atteinte de la clavicule et de la mâchoire qui sont des zones où l'hypertrophie osseuse apparaît assez rapidement avec un hyperremodelage osseux qui justifie le recours à un biphosphonate qui va freiner cet hyperremodelage osseux. Dans les autres cas, il me paraît préférable de débuter par une biothérapie anti-TNF-alpha, surtout s'il y a un syndrome inflammatoire biologique important. Le pronostic à moyen terme semble relativement bon. Dans mon expérience, peu de cas continuent à être évolutifs à l'âge adulte, mais peu de données sont disponibles et un suivi IRM prolongé semble nécessaire. L'activité sportive n'est absolument pas contre-indiquée chez ces enfants, en dehors des poussées bien entendu. Le SAPHO est souvent considéré comme une pathologie superposable à l'ostéite multifocale de l'adulte, mais l'identité entre ostéite multifocale et SAPHO n'est absolument pas formellement démontrée. Je vous remercie.